Crevaison de la roue avant droite. Ils devaient tous descendre de la voiture. Ils descendirent en riant en bons boulagonnais, qui commencent d'abord par rire de ce qui leur arrive. Mimant les gestes du mauvais drôle habitué à caresser les femmes, l'ineffable sans père ni mère caressa le pneu à plat. Puis il alla chercher le cric et la roue de secours. Il lui fallut chercher aussi de quoi caler les roues du véhicule. Il prit ensuite la manivelle, l'ajusta à l'un des boulons de la jante au pneu malade. Puis commença à donner de grands coups de pied sur le bras de l'outil. Seule solution à sa portée pour dévisser le dit boulon. Les voyageurs, debout sous le soleil, le regardaient en lâchant quelques rires. Dahabulanon, lui, ne riait pas. Une chose occupait son esprit, le retard qu'il prenait sur son programme de la journée. Il se disait, dans le secret de son cœur, à 11 heures, je serai toujours là à contempler la roue. Les événements décidément contrariaient tous ses plans. Confiant dans la promesse d'un jour faste pour Delphine et comptant sur l'effet jamais démenti de son porte-bonheur matinal, il n'avait pas pris soin de rechercher ce qui s'annonçait pour lui ce samedi-là. Les incidents de la matinée finissaient par l'inquiéter. Mais le chauffeur parvint à changer la roue sans y passer trop de temps. Dahabulanon et les autres passagers s'entassèrent dans le taxi et le voyage reprit. Commença alors la quête à vitesse lente d'un lieu où réparer le pneu. C'est à Alada, à 10 km de Boulagon, qu'un vulcanisateur, par des moyens de fortune, rétablit la présence rassurante d'une roue de secours. Ils repartirent soulagés. Le soulagement ne fut cependant que de courte durée, car sans père ni mère décida de rouler à tombeau ouvert. Il voulait, assurait-il, rattraper le temps perdu. Filant à vive allure, il ravivait la peur. Cette peur qui tenaillait et taraudait les cœurs kilomètre après kilomètre, soupir après soupir. Et 10 kilomètres après Alada, juste au niveau de Sékou, le moteur brouta, la voiture ralentit brusquement, avança par saccades et s'immobilisa. Les voyageurs durent à nouveau mettre pied à terre. Et cette fois-ci, pas un ne rit. Le retard et la chaleur commençaient à les accabler. Le chauffeur ouvrit le capot, fouilla dans le moteur. Panne du carburateur. Il fallut le démonter, le nettoyer, le régler. Puis reprendre la route. Cela prit du temps. On était du coup sérieusement en retard. Dahabulanon, au supplice, demanda l'heure à son voisin. 12h30. Tout va mal, se surprit-il à répéter à voix haute. L'étudiant assis à côté de lui s'empressa de confirmer. Oui, tout va mal. Ce n'est plus tolérable. Ça ne peut plus durer. Le gouvernement nous fatigue avec ces histoires. La lutte antiféodale, à quoi rime-t-elle? Ça sert à quoi d'abattre les Iroquois fétiches? Ça sert à quoi d'emprisonner les sorciers et les sorcières? Ça ne sert qu'à attirer le malheur sur nos têtes. Aussitôt, les commentaires fusèrent. Le sujet était d'importance. Trop de rancœurs accumulées cherchaient un exutoire. Les passagers, serrés, tassés dans ce taxi brousse sans confort, auraient dû trouver le lieu peu propice et même risqué pour une discussion politique. Il n'en était rien. Malgré la poigne et l'autoritarisme du parti unique, ils n'avaient pas peur d'exprimer le fond de leurs pensées. Après avoir dressé, dans un mélange de français et de fond, un sévère réquisitoire contre la politique du gouvernement, ils en vinrent aux conclusions. Nos gouvernants abusent, lança le photographe. C'est qu'ils vivent dans l'opulence, loin des tracas du peuple, précisa l'étudiant, avant de poursuivre sur un ton volontairement sentencieux. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Tous gloussèrent. On dirait qu'ils ont du plaisir à nous embêter, à nous rendre la vie dure, indiqua le chanteur traditionnel. Il faut, chaque fois qu'ils inventent des mesures
qu'ils inventent des mesures énervantes, commenta le photographe. Et puis, on en a marre des détournements, cria l'étudiant, en y mettant toute sa colère. Je trouve, moi, que le pouvoir cède trop aux exigences des bailleurs de fonds, fit le travailleur émigré, et devant l'explosion de rire, il rectifia, je veux dire, les bailleurs de fonds. Dahaboulanon, étonné par la tournure de la conversation, n'osait s'y joindre. Quoi? On peut critiquer impunément les autorités dans un taxi? Se demandait-il. La vendeuse de bijoux, qui s'était tue jusque-là, prit la parole. Les jours du gouvernement sont comptés. J'ai appris que le marabout du président a perdu ses pouvoirs. Le régime chancelle, il ne va plus durer. La femme du planton ajouta. Il va y avoir du grabuge. Je suis prêt à me battre, proclama l'étudiant. Tous l'applaudirent. Dans le taxi, pas un ne s'offrit pour défendre le régime. Le chauffeur ne participait pas à la discussion, mais fonçait pied au plancher, arc-bouté sur le volant, désireux de rattraper son retard. Les passagers, tout à leur propos, n'intervenaient pas pour calmer son ardeur, et l'homme s'en donnait à cœur joie, klaxonnant les véhicules menaçant de ralentir sa marche. Insensible au danger, il effectuait tous les dépassements, des plus simples aux plus risqués, et fut surpris quand, au niveau de Golo-Jigbe, un chien se jeta sur la route. Il freina et donna un coup de volant. La 504 se déporta à droite, puis à gauche, à nouveau à droite et à gauche, dans une oscillation rageuse, rythmée par des coups de volant. Tout se passa très rapidement. Avant que les passagers n'eussent eu la possibilité de s'alarmer, le véhicule bascula sur le côté et, dans un grincement strident, glissa sur la chaussée, traversa la voie pour aller finir brutalement sa course contre un arbre. Dans le choc, le pare-brise sauta. Il se projeta au loin sur l'herbe sans se briser. C'était un pare-brise d'occasion, installé le matin même par le chauffeur. Il n'avait pas l'adhérence d'un œuf. Un à un, les voyageurs sortirent à travers le trou laissé à l'avant par le pare-brise, des voyageurs tremblants sur leurs jambes, mais heureux de constater qu'ils ne souffraient que d'égratignures de contusion. Aucune blessure grave. La voiture ne s'était pas retournée, n'avait pas fait de tonneau. Cela les avait sauvés. Le pire avait été évité, miraculeusement. Mais pour Dahaboulanon, habitué au voyage ultra rapide et paisible qu'offraient ses incantations, cet accident constituait la suite d'une mauvaise série. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La déveine me poursuit, grogna-t-il. En possession de mes pouvoirs, j'aurais disparu sur le champ, laissant mes compagnons continuer le voyage dans cet engin de malheur. Mais ses pouvoirs avaient disparu. Pour s'en convaincre tout à fait, il lança 2 incantations. Sans aucun succès. Il se tint coi. Cependant, une préoccupation continuait à travailler son esprit. Il voulait cerner la cause de ses ennuis. À propos du chant entendu le matin à la radio, il avait estimé la voix de la femme sans conséquence. Peut-être se trompait-il. Quoique non. Toute sa raison interne le poussait à chercher ailleurs la source de ses ennuis. Qu'y avait-il eu ces derniers jours de singulier dans sa vie? Il fouilla dans sa mémoire, et comprit. Passant en revue les 3 journées précédentes, il y vit un événement constant, la rencontre, en passant devant l'église, du mendiant attitré. Et il avait chaque fois refusé de lui donner des sous, parce que c'était devant l'église. En homme de l'occulte, il n'avait pas voulu contribuer au prestige du dieu des missionnaires. Mais refuser par 3 fois de l'argent à un mendiant, c'était, tout Boulagonais le sait, se fermer les portes de la chance et de l'occulte. Comment avait-il pu être à ce point négligent sur le devoir d'aumône? Le pire était que le matin même, en allant vers Boulagongar, il avait vu de loin le mendiant sans penser à faire un geste en sa faveur. Pendant que Dahaboulanon méditait sur les derniers événements de sa vie, le chauffeur
désolé et navré, mais ne sachant que dire, alla vers chacun des passagers et, la mine chagrine comme à la sortie d'une messe d'enterrement, leur serra silencieusement la main. Puis il se tourna vers le véhicule et l'examina. Le pare-brise avait fait son travail. L'avant de la 504 n'était que faiblement défoncé. On pouvait espérer relever la voiture, la mettre sur ses roues et la redémarrer. Il s'y attela avec l'aide de l'étudiant, du photographe et du chanteur traditionnel. Quand elle fut remise sur ses roues, ils choisirent un moment propice pour lui faire traverser la route et l'orienter dans la bonne direction, celle de Cotonou. Le chauffeur ouvrit ensuite le capot pour inspecter le moteur. Tout paraissait normal. Il lança le démarreur, le moteur répondit à la manœuvre. Vraiment, il s'en tira à bon compte. Seule la silhouette de guingois du taxi témoignait de l'accident. Le chauffeur passa un moment à réinstaller le pare-brise, à replacer les bagages sur la galerie. Comme il s'apprêtait à rabattre le capot, une fumée s'éleva du moteur. Vite, vite, on y jeta du sable, de la terre, le peu d'eau qu'on avait, de quoi circonscrire le début d'incendie. Un homme vint à passer. On lui demanda de l'eau qu'il apporta de sa maison voisine. Certains burent, Daboulanon et les autres passagers s'entassèrent à nouveau et le voyage reprit. Il était 14 heures. Cela faisait 4 heures qu'ils avaient quitté Boulagon. Un peu avant Calavi, à 25 kilomètres de Cotonou, le coup de sifflet d'un gendarme entraîna un nouvel arrêt qui mit à mal la patience de Daboulanon, car la vérification des papiers dura de longues minutes. Le chauffeur reconnut, après palabre, qu'il avait contrevenu au code de la route. Puis il fit ce qu'il fallait, glisser quelques billets de banque. On poursuivit le voyage. Plus question de vitesse excessive. Le moteur ne le tolérait plus. Après Calavi, voyant un barrage, le chauffeur s'arrêta et descendit soudoyer un policier. Le véhicule put passer sans encombre. 10 minutes après, l'opération se répéta. Il soudoya un autre policier. Puis l'on entra dans les faubourgs de Cotonou. D'habitude, Daboulanon traversait cette ville comme l'éclair, sans rien voir, allant promptement d'un point à l'autre, par la magie de son pouvoir. C'était la première fois qu'il observait la ville, qu'il la traversait lentement de bout en bout. Elle lui apparut comme une ville tentaculaire, une suite d'alignements, de carrés aux murs de parpaings crépis ou non crépis, aux constructions en cours avec, çà et là, des touches de chaux, des réaux de badigeons, et par endroits introduites dans la masse, des maisons à étages colorés. Perdus dans l'observation de la ville, ils ne se souciaient plus de l'heure. À 15 heures passées, ils atteignirent le marché d'Antokpa, terminus du taxi. Il ressentit un grand soulagement et se hâta de chercher une solution pour la suite de son voyage.